C'est un deuxième coup dur pour les forces armées ukrainiennes dans le Donbass, avec la chute consécutive à la chute de Kourakove de la ville de Velika Novosilka. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche, je suis journaliste et correspondant en Ukraine depuis mars 2022 et j'ai eu l'occasion de maintes reprises de me rendre dans le Donbass, aussi bien justement à côté de Velika Novosilka que aussi bien sur Pokrovsk, Tchassiviar, etc. etc. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner une vision aussi bien macro que micro des événements qui se passent actuellement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner, mettre un like et laisser des commentaires. Donc je disais que c'était un coup dur pour les forces armées ukrainiennes parce que c'est la deuxième ville, en tout cas Bourgade, parce que aussi bien Kourakove que Velika Novosilka représentent 5000 habitants, mais que les forces armées ukrainiennes ont perdu depuis le début de l'année. Et la prise de Velika Novosilka a été permise notamment par la prise en septembre de la place forte de Vuhledar, qui a résisté à de maints et de nombreux assauts russes depuis le début de la guerre. Mais étant donné qu'entre Vuhledar et Velika Novosilka, il y a plus ou moins que de la steppe, les forces russes ont pu progresser de manière assez rapide et prendre la bourgade, qui maintenant met en danger l'oblast de Dnipro. Et il est important de préciser que entre Vuhledar et Velika Novosilka, il y a plus ou moins 30 km, donc c'était une avance assez rapide depuis septembre. Et la prise de Velika Novosilka pose plusieurs questions, notamment sur l'état de l'armée ukrainienne, mais aussi bien sur le futur de la guerre. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il y a la question qui se pose sur les erreurs qui ont été commises par l'armée ukrainienne dans la ville de Velika Novosilka, avec le fait que l'armée ukrainienne ne s'est pas repliée suffisamment rapidement de la ville, ce qui a mené malheureusement à l'encerclement de centaines de soldats ukrainiens qui ont dû se rendre. Et quand on sait la manière dont les forces russes traitent les soldats ukrainiens, si ce n'est pas les exécuter directement sur place, c'est du moins les envoyer dans des camps de concentration où ils reviennent comme des squelettes, comme on peut le voir régulièrement sur les vidéos de soldats ukrainiens qui reviennent, parce que les Russes ne respectent en aucun cas les conventions de Genève ni le droit de la guerre, et on a souvent des vidéos qui remontent d'exécutions, de tortures de soldats ukrainiens. Donc ça pose déjà un vrai problème, et c'est dramatique pour les forces armées ukrainiennes et les familles des soldats qui seront laissés derrière. Mais la deuxième question que ça pose, c'est aussi la question du nombre de soldats que l'armée ukrainienne a, et la question de la mobilisation, et la question du renforcement des brigades, qui est vraiment une des grandes questions actuellement. Parce que qu'on le veuille ou non, tout se joue au bout du compte par la démographie, et les Russes, qui ont une démographie de 110 à 130 millions d'habitants, dépassent très clairement l'Ukraine, qui a simplement une population de 40 millions d'habitants avant 2022. Maintenant, ça a réduit avec beaucoup de gens qui sont partis à l'étranger. Mais au bout du compte, ça pose des questions sur la question du recrutement. Parce qu'actuellement, l'Ukraine fait face un peu à une crise, auquel fait face d'ailleurs la Russie aussi, hein, mais une crise un peu similaire à celle qu'ont vécu la France et l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale en 1917, qui est la question des hommes, la question du recrutement. Il y a eu la question des obus qui a été réglée, maintenant il y a la question des hommes, et de manière générale, la question de savoir comment est-ce qu'on mobilise et comment est-ce qu'on démobilise. Parce que la grande question qu'il y a actuellement au sein de la société ukrainienne, et notamment au niveau de la Rada, c'est la question de la démobilisation, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'Ukrainiens n'ont pas forcément envie de s'engager euh, et donner un chèque en blanc grosso modo à l'armée ukrainienne, sans savoir quand est-ce qu'ils seront démobilisés, et ils pourront être démobilisés selon actuellement les lois en vigueur que s'ils sont faits prisonniers et sont relâchés, ou seulement s'ils sont blessés gravement, à savoir la perte d'un membre. Et c'est ça qui pose des questions sur le recrutement, parce que toutes les personnes qui étaient motivées pour aller se battre sont allées se battre dès 2022-2023. Beaucoup sont morts, beaucoup ont été blessés, et aujourd'hui, l'armée ukrainienne peine à remplir ses brigades, d'où le fait d'ailleurs que l'armée ukrainienne essaye, dans la mesure du possible, de limiter la casse et évite de perdre trop d'hommes. On a complètement abandonné en Ukraine un peu la tactique Bakhmout, qui était de on tient jusqu'au maximum, peu importe les pertes, et après on se replie. Bon, après ça a quand même pas mal entamé l'armée russe, ce genre de tactique, mais ça a aussi beaucoup entamé l'armée ukrainienne, donc ils font plus vraiment ce genre de technique, et au contraire essayent d'avoir plus une technique de repli. Quand j'étais la dernière fois dans la direction de Pokrovsk, du côté de Selidové, je discutais avec des soldats et des commandants de l'armée ukrainienne qui disaient qu'aujourd'hui, maintenant,
la stratégie qui était adoptée par les forces armées ukrainiennes était d'infliger un maximum de défaites à la Russie, un maximum de morts à la Russie, et se replier en essayant de, eux, de leur côté, limiter la casse. Mais on voit que l'armée russe n'a pas vraiment d'intérêt, ou en tout cas ne se préoccupe pas tant du nombre de soldats qui meurent dans ses rangs, étant donné que lors des grosses offensives russes de septembre à décembre, on était sur un ratio de 1000 à 2000 pertes russes par jour, ce qui vous donne sur 3-4 mois plus ou moins 200-300 000 pertes. Et quand je parle de pertes, je parle de morts plus de blessés. Donc c'est une des grandes interrogations aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Il n'empêche que la chute de Velika Novosilka montre des failles criantes dans l'armée ukrainienne, qui est fatiguée après 3 ans de guerre et qui a du mal à refournir suffisamment d'hommes à ses brigades et a du mal à recruter, tout simplement parce qu'il n'y a pas un potentiel humain démentiel en Ukraine. C'est un grand pays, mais ce n'est pas un pays qui a le même potentiel humain que la Russie. Et d'ailleurs, la 110e brigade, dans un rapport, a expliqué qu'à Velika Novosilka, ils avaient le même matériel que les Russes, mais ils ont été dépassés par le nombre de soldats russes, parce que ça a été plus ou moins la même tactique que les Russes ont utilisée. Des petits groupes mobiles à droite et à gauche qui testent les défenses, qui sont utilisés comme un char à canon pour attirer les drones, attirer l'artillerie, fatiguer les défenses ukrainiennes. Et dès que les défenses ukrainiennes sont suffisamment fatiguées, on envoie la deuxième armée russe, qui est l'armée par contre beaucoup plus expérimentée et beaucoup mieux équipée, avec notamment les VDV, donc les forces spéciales russes, qui elles s'attaquent plus en avant sur la défense russe, et c'est comme ça qu'ils avancent en grignotant du territoire. La deuxième question qui se pose maintenant avec la prise de Velika Novosilka, c'est la question de la défense de l'oblast de Dnipro. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que les Russes vont essayer de tâter l'oblast de Dnipro? Ils ont toujours dit qu'ils voulaient simplement libérer le Donbass, simplement prendre Kherson et Zaporizhzhia, mais ils n'ont jamais parlé de Dnipro, et la question va se poser sur savoir est-ce qu'ils vont essayer de tâter l'oblast de Dnipro. Et moi je pense qu'ils vont le faire pour deux raisons. La première raison, c'est que ce sera intéressant pour eux de prendre une partie de l'oblast de Dnipro, ou en tout cas au moins avoir un pied dans l'oblast de Dnipro pour négocier. Par exemple, négocier sur la poche de Koursk, par exemple. Mais surtout, je pense qu'il faut être un peu naïf, et je pense, ou être complètement ravagé par la propagande russe, pour penser que l'objectif de la Russie, c'est de prendre le Donbass. Parce que regardez simplement l'immensité de la Russie. C'est pas comme si la Fédération de la Russie avait besoin de prendre deux petits oblasts d'Ukraine, ou même 4 oblasts d'Ukraine. C'est pas ça, c'est pas les kilomètres carrés qui leur manquent. Non, la véritable volonté de la Russie, c'est de détruire l'Ukraine, et de détruire l'État ukrainien, et de complètement recoloniser l'État ukrainien, parce que la Russie est une nation du XXIe siècle qui fait des guerres du XXe siècle avec une vision stratégique du XIXe siècle, une vision impériale et coloniale. Parce qu'il est important de préciser, et je le dis parce que je sais que j'ai des auditeurs d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique du Nord, l'Ukraine est colonisée et a été colonisée par la Russie au même titre que les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest ont été colonisés par la France et par l'Angleterre. Et c'est comme si aujourd'hui la France avait envie de recoloniser l'Algérie, parce qu'elle considère que l'Algérie c'est la France, et on est obligé un peu, pour rester un empire et ne pas devenir un État-nation, et ça c'est pour citer Timothy Snyder, on est obligé de faire des guerres impériales. Et du coup, la raison de cette guerre est beaucoup plus une guerre impériale et coloniale pour détruire l'Ukraine et coloniser l'Ukraine, qu'une véritable guerre contre l'OTAN, ou pour sauver les russophones du Donbass, qui au passage sont massacrés à tour de bras par les forces russes, aussi bien dans les États du Sud que dans le Donbass. Du coup, c'est ça qui me pousse à croire que la Russie va essayer de déborder dans l'oblast de Dnipro, simplement pour une vision impériale qu'elle a de l'Ukraine. Et la troisième question que pose maintenant la chute de Velika Novosilka, c'est aussi la dynamique actuellement sur le front. Alors, la dynamique a un peu reculé, elle s'est un peu ralentie depuis décembre. On voit depuis janvier, il y a quand même un ralentissement des missions et des opérations russes sur la ligne de front. Est-ce qu'elle est fatiguée? Est-ce que c'est l'hiver? Est-ce qu'ils ont plus suffisamment d'hommes? Est-ce que les Ukrainiens ont trop entamé le potentiel russe? L'histoire nous le dira, c'est difficile à dire. Il n'empêche qu'elle commence à chaudronner la ville de Pokrovsk. Et je pense que la ville de Pokrovsk va tomber dans 2-3 mois. Toretsk est sur le point de tomber. Et la chute aussi bien de Velika Novosilka
et la chute de Toretsk et potentiellement bientôt la chute de Pokrovsk va fragiliser énormément le flanc nord-est du Donbass avec potentiellement une accélération sur la ville de Tchassiviar, parce que Tchassiviar, je m'y étais rendu il y a un an et déjà à l'époque, tout le monde disait que Tchassiviar allait tomber à ce moment-là. C'était, je pense, un des reportages les plus dangereux que j'ai fait parce qu'on s'est pris du missile Grad à plus en finir, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de drones. Et j'ai essayé d'y retourner il y a 6 mois et le bataillon de l'armée ukrainienne avec qui j'étais m'a gentiment dit qu'on avait une chance sur 2 de se prendre un drone sur la route entre Konstantinivka et Tchassiviar. Donc je suis courageux mais pas forcément téméraire et je suis pas prêt à sacrifier ma vie pour un article à 300 balles. Déjà à l'époque, la ville était vraiment dans une mauvaise passe, mais est quand même vachement fortifiée étant donné que c'est vraiment en hauteur et qu'il y a un canal qui sépare la ville. Pour l'instant, la ville de Tchassiviar tient toujours, mais la chute de Velika Novosilka, qui va entraîner un peu en domino aussi la chute de Pokrovsk sur le moyen long terme, la chute de Toretsk, etc., va mettre sous pression de manière assez intense les lignes logistiques de l'Ukraine dans le Donbass, notamment les routes que vous pouvez voir actuellement sur la carte. Et du coup, va compliquer la logistique pour la ville de Tchassiviar, qui commence déjà à être plus ou moins attaquée de l'intérieur, mais aussi contournée sur le nord. Et du coup, la chute de Tchassiviar sera le commencement de la séquence pour l'attaque des grosses villes après Bakhmut. Là, du coup, la Russie va devoir s'attaquer aux gros morceaux, entre guillemets, du Donbass, donc Konstantinivka, Sloviansk et Kramatorsk, qui, pour le coup, sont des grosses villes, bien défendues, avec des canals. Donc, à voir si oui ou non les Russes auront le potentiel de les prendre, et surtout à la vitesse auquel ils avancent, ils vont certainement prendre 2-3 ans, donc d'ici là je pense qu'il va y avoir des négociations. En tout cas, du moins, on l'espère, parce que je pense, à titre personnel, que ce que Donald Trump essaye de faire ici, c'est pas de régler la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La seule chose que Trump veut, c'est de passer pour un faiseur de paix et en fait forcer tout le monde à un cessez-le-feu général de 2 à 4 ans pour ne pas passer pour un clampin. Il le fait pour son ego, pas du tout pour les Ukrainiens. Il n'empêche que ce cessez-le-feu pourrait être très positif, aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie, pour que tout le monde puisse un peu lécher ses blessures et repartir comme en 40 après le mandat de Trump ou après les midterms. Du coup, je ne suis pas vraiment sûr sur des négociations, mais en tout cas, il y a une potentialité de négociation très prochainement. Mais après, la question qui se pose, est-ce que une mauvaise paix vaut une bonne guerre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'armée ukrainienne a besoin de se reposer. L'armée russe aussi, je pense, de son côté, a quand même pas mal entamé, hein. Donc je pense qu'on est un peu pratiquement sur un match nul, même si bien sûr les Russes ont l'avantage, indéniablement. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, un peu le drame des guerres asymétriques pour les entités les plus fortes, c'est que si le faible bouge encore, le fort a perdu. On peut le voir dans toutes les guerres asymétriques, que ce soit Irak, Amérique, Afghanistan, Union soviétique, etc. Quand le faible vit encore, le faible a gagné. Donc c'est un peu ça sur quoi on est actuellement, d'où le fait qu'en fait la Russie a besoin de complètement détruire toute l'Ukraine pour se dire qu'elle a gagné la guerre. Mais ce sont des questions qu'on verra sur le long terme. Pour l'instant, la séquence est mauvaise pour l'armée ukrainienne, mais n'est pas catastrophique. L'armée ukrainienne n'est pas en train de s'effondrer, mais le front souffre, les Ukrainiens souffrent. Et je tiens à préciser, donc ça c'est un peu mon analyse personnelle, mais je pense que les Ukrainiens se battent pour notre liberté et qu'on ne se rend pas compte à quel point ils se battent de manière courageuse, à quel point ils se battent. Et tout ça, bien sûr, tout d'abord pour eux, pour l'Ukraine, pour l'indépendance de l'Ukraine, mais aussi bien sûr pour la défense des valeurs que nous on défend en Occident, à savoir la liberté et la démocratie. Et que si, et je pense que c'est important de le prendre en compte, que si l'Ukraine perd, on sera les prochains, et quand je dis les prochains, ce seront les pays baltes et peut-être la Pologne, et ça veut dire qu'on aura sûrement une génération de Français, une génération de Belges, une génération d'Espagnols, d'Italiens, qui devront aller se battre contre la Russie, qui aujourd'hui n'investit que dans sa défense, et est prêt à sacrifier son économie, sa population, sa démographie, sa technologie, son futur et son histoire pour une guerre impériale du 19e siècle, avec des objectifs qui aujourd'hui, pour chaque État-nation, n'a vraiment aucun sens. Mais on verra ce que l'histoire nous le dira, pour citer le grand rabbin Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, qui disait que la vérité demeure, mais le mensonge est dissipé par les temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre des commentaires, mettre des likes et aussi bien sûr à vous abonner pour garder ma motivation.